Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30, nous sommes le dimanche 9 août 2020 et vous êtes sur RTI 1. Le 6 août dernier, dans son adresse à la nation, le chef de l'État a aussi fait le point de la situation économique du pays. Une situation difficile du fait de la maladie à coronavirus, mais que le gouvernement a su contenir à travers un plan de riposte rigoureux. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs annoncé la poursuite des projets sociaux pour réduire davantage la pauvreté. On regarde ensemble le décryptage de Lanciné Bakayoko. Le chef de l'État l'a admis, les conditions des ménages fragiles se sont considérablement détériorées. En cause, le coronavirus qui a bloqué tous les leviers économiques, avec pour conséquence la baisse des activités, la chute de l'emploi privé et du secteur informel. Le gouvernement a d'ailleurs réagi promptement avec la mise en place du plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA pour juguler la progression de la maladie et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Grâce à ces dispositifs particulièrement généreux, la Côte d'Ivoire fait mieux que se défendre contre la pandémie et ses impacts sur les populations et les entreprises. Il est vrai que le taux de croissance initialement fléché à 7% en 2020 pourrait dégringoler à 0,8%, mais les ressorts de l'économie devraient rester solides. Cette résilience de l'économie ivoirienne est le résultat des bonnes politiques économiques et financières, ainsi que la gouvernance rigoureuse initiée par le président Alassane Ouattara, des politiques à fort impact social. Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l'électricité et à l'eau potable. Nous les avons rapprochés des écoles et des centres de santé grâce à des investissements massifs. Nous avons lancé la couverture maladie universelle. Nous avons amélioré de manière substantielle les revenus de nos parents paysans, augmenté les salaires des fonctionnaires et le SMIC. Nous avons financé les projets des jeunes et des femmes pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes. Nous avons doté notre pays d'infrastructures modernes et désenclavé des centaines de localités. Toutes ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 15 points en 9 ans, soit 4 millions de personnes sorties de la pauvreté extrême. Cette dynamique de transformation économique devrait se poursuivre avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que sur le développement social. Et on reste toujours dans la ferveur de l'indépendance de notre pays. Dans ce reportage que vous allez voir maintenant, l'histoire de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire, est retracée à travers des images, des témoignages de participants. Car c'est en effet le 7 août 1960 que la Côte d'Ivoire parvenait à se départir du joug colonial. Retour sur cette ferveur sans précédent avec Patricia Omouetia qui a rencontré des passionnés de l'histoire de notre pays. Regardez. Il y a plusieurs photos, mais ce sont autant de témoignages précieux sur une journée historique pour la Côte d'Ivoire. Des images en noir et blanc, parfois légèrement dégradées par l'humidité, prises par Louis Normand, un des grands photographes des années 60. Quelques heures après que le Premier ministre Houphouët-Boigny, entouré des 3 chefs des États de l'Entente et de M. Louis Jacquinot, ministre d'État représentant la République française, a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire au cours d'une séance solennelle à l'Assemblée nationale. Le président, lui, après l'Assemblée, il est tout seul dans la voiture officielle et il fait le tour, il remonte au pont où tout le monde l'acclame sous des vivats comme on n'en a jamais vu depuis longtemps. Et ici, donc, là, les officiels sont dans le chapiteau qui leur a été affecté. Donc on voit ici M. Jacquinot, on voit M. Hubert Maga, on voit le président Houphouët-Boigny, le président Mani Diori, le président Maurice Yamego et le président Ahmed Ould Daddah du Conseil de l'Entente. On trouve des clichés de la cérémonie qui s'est déroulée au pont Houphouët-Boigny et sur l'esplanade de la Poste au Plateau.
Grâce aux angles de prise de vue, on voit la foule. La simplicité des manifestations frappe au vu de l'importance de l'événement qui s'est achevé par une réception privée chez Yassé Philippe. Dablé André a vécu ce 7 août 1960. Élève, il avait 16 ans à l'époque, il était en vacances à Abidjan. Je vous assure que ça a été impressionnant parce que c'est la première fois que nous voyions un tel événement. Alors, les élèves en tenue, filles comme garçons, les anciens combattants. Nous avons vu le président venir avec son chapeau, il avait cette habitude de saluer avec son chapeau. Il est venu, on lui a présenté le drapeau, et puis ensuite il est monté dans la tribune, et puis le défilé a commencé. Il explique ainsi le caractère sobre de l'événement et souhaite la reprise des fêtes tournantes. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, mais si les fêtes sont tournantes, si on réinstitue cette tradition-là, elle permettra aux régions d'être en contact avec les responsables et administratifs et politiques. Aujourd'hui encore, ce bonheur se lit sur les nombreuses photos de groupe. On peut aisément lire la joie qui animait le président Houphouët-Boigny, constate Michel Buitruy du fonds de photographie de Louis Normand. C'est ce publicitaire de formation qui détient ce patrimoine qui aurait probablement été voué à la disparition. Y a-t-il encore d'autres photos de l'indépendance dans des archives privées en Côte d'Ivoire? C'est très possible, car selon ces témoins, il faut remettre le père de l'indépendance dans l'actualité, car selon eux, il est oublié. Un reportage signé Patricia Omouetia à voir et à revoir sur RTI 1. Rendons-nous à présent à Elima, un village situé dans la sous-préfecture d'Étioboué, sur la côte de la lagune Abi, là-bas. Dans le département d'Adiaké, le village d'Elima abritait à l'époque la première usine de café de Côte d'Ivoire, une usine construite par le colon Arthur Verdier, aujourd'hui aux oubliettes. Quel était l'impact de cette torréfaction sur la région à l'époque et sur l'économie embryonnaire de la Côte d'Ivoire? Mais surtout, que reste-t-il de cette usine 60 ans après l'indépendance de notre pays? La réponse avec Jean-Luc Bambo. Au cœur des cocotiers, Elima. C'est dans ce paisible village de la sous-préfecture d'Étioboué, sur la côte de la lagune Abi, dans le département d'Adiaké, qu'a été bâtie la toute première école de la Côte d'Ivoire. Mais Elima n'est pas que le berceau de l'école ivoirienne. Il a abrité les premières plantations de café du pays et surtout la toute première usine de café. Toutes créées par le français Arthur Verdier. Une histoire de plus de 100 ans qu'Assou Aïko, fils du village, essaie de nous raconter. Il y avait des locomotives qui transportaient le café au bord de la lagune. Il y avait son quai qui était là-bas. Après son quai, il y avait des petits bateaux qui transportaient le café décortiqué en pleine mer. Pendant ce temps, il avait son grand bateau qui était costé de la mer d'Assini. Ce bateau faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et La Rochelle. Décortiqueuse, wagon rouillé, vieux tracteur, le village d'Elima est parsemé de vestiges, rappelant cet embryon de l'industrie caféière de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à 1980, il y avait encore des séries de café de M. Arthur Verdier là-dedans. Et ils ont commencé à travailler de 1866 jusqu'à la veille de l'indépendance. C'est-à-dire quand ils ont senti l'arrivée de l'indépendance, ils ont commencé à rentrer un peu. Aïko Assoun s'est érigé en conservateur de ce patrimoine historique. Tout comme lui, Dr Antoine Foba, enseignant-chercheur et fils de la région, considère Elima comme l'un des piliers de l'actuelle puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Comme les parents ont été associés, pas de façon volontaire, mais à travers des travaux obligatoires, ils savaient plus ou moins comment procéder à la culture. Donc, je dirais que c'était un héritage pour assurer la relève. Et donc, à partir de là, je dirais que les choses ont commencé à avancer et l'économie de la Côte d'Ivoire, à partir donc de ces plantations-là, a commencé, toute prétention mise à part, a commencé à prendre son envol, voilà, à partir donc de cette zone. Pilier de l'économie agricole, Elima est tout simplement pilier de la Côte d'Ivoire moderne, selon cet intellectuel. La création des plantations a impulsé la création de la toute première école
de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il était question de communiquer entre toute cette masse représentée par la main-d'œuvre et puis les colons. La trouvaille, c'était donc d'instituer une école pour permettre de former des administrateurs, pour former donc des intermédiaires à la tâche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec environ 80 000 tonnes, est le 3e exportateur mondial de café. Mais cette culture a quasiment disparu à Elima, remplacée par le palmier, le cocotier ou le cacao. Il faut que l'État pense à créer quelque chose en remplacement de l'usine. Même s'il n'a pas pu réhabiliter l'usine, mais il faut qu'on crée une autre usine ou bien une autre infrastructure telle que une école de formation dans la région, à Elima, juste pour le symbole, pour la mémoire de celui qui a créé la première école. Juste pour le symbole, une piqûre de rappel en reconnaissance à Elima, la terre où tout a commencé. Une Côte d'Ivoire et ses souvenirs à préserver par tous les moyens. On en vient à présent au point de la situation de la Covid-19 au 8 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré samedi 96 nouveaux cas de Covid-19 sur 1245 échantillons prélevés, soit 7,7% de cas positifs, 91 guéris et 0 décès. À la date du 8 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 620 cas confirmés, soit 12 000, dont 12 893 personnes guéries, 104 décès et 3 623 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 106 753. Et le virus de la Covid-19 qui continue de circuler dans notre pays. Malgré l'allègement des mesures de restriction, il faut maintenir le rythme de la sensibilisation. C'est la mission que s'est assignée l'organisation YouReport à travers ces jeunes bénévoles qui investissent le terrain, notamment dans le quartier d'Abidjan, Trècheville. C'est un reportage signé Didier Nguissan. Grand marché de Trècheville. Une trentaine de jeunes bénévoles sensibilisent sur le respect des mesures anti-Covid face au relâchement des populations à les observer. Les gens ne portent plus le masque, les gens ne se lavent plus les mains, les gens ne respectent plus la distanciation sociale. Donc les YouReport ont décidé de venir faire la sensibilisation pour dire à toute la population, c'est vrai, le gouvernement a allégé les mesures barrières, mais le coronavirus est toujours présent. Et il faut toujours se protéger pour éviter que le virus se propage par nous. Ruth et Gendo s'activent au sein de cette organisation de bénévolat appelée YouReport. Lavage des mains, lavage des mains et le port du cache-nez. C'est les mesures qui sont les plus essentielles. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 2 400 000 jeunes YouReporters âgés de 14 à 35 ans à vouloir impacter positivement leur environnement à travers des actions sociales volontaires. En tant que jeune, je me suis engagée dans le bénévolat d'abord pour avoir une première expérience et aussi pour pouvoir donner de moi, pour pouvoir donner de mes compétences à ma communauté en fait. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on doit attendre tout venant de nos autorités. En tant que jeunes, on peut être des remparts. En tant que jeunes, nous ne sommes pas épargnés, c'est vrai, mais nous souhaitons apporter de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Voilà, de par la sensibilisation. Donc c'est dans cette optique-là que je me suis lancé dans le bénévolat. Mettre son temps et son énergie au service d'une cause sociale sans rien attendre en retour, le bénévolat trouve dans l'ensemble un écho favorable auprès des personnes sensibilisées. Quand on fait du bénévolat, forcément en retour, on a quelque chose en retour, un gain. Pas financier, mais soi-même, on retient quelque chose de ce qu'on a fait. Et ça incite d'autres jeunes aussi à vouloir faire comme ceux qui ont fait du bénévolat. Je pense que le bénévolat, c'est quelque chose à encourager, afin que les jeunes puissent créer un changement positif dans la société. Mise en place par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement ivoirien, l'objectif de YouReport Côte d'Ivoire est de créer un dialogue positif entre les jeunes et les preneurs de décision. On change de sujet et on s'intéresse maintenant à ce séminaire de formation à la certification en audit interne des agents de l'inspection générale des finances. Objectif, circonscrire les déperditions en matière de gestion financière, un projet piloté par la Banque africaine de développement avec ce reportage de Cheikh Aboubakar Koné.
avait organisé... Cette formation à la certification en audit interne vient renforcer les capacités des agents des structures de contrôle en vue d'assainir la gestion des finances publiques. Nous avons basculé des budgets de moyens au budget programme. Et dans ces cadres-là, les finances publiques se gèrent véritablement dans un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, l'audit interne devient une fonction très importante au niveau du dispositif de contrôle. Durant 22 jours, les auditeurs de l'Inspection générale des finances seront formés sur les nouveaux outils en matière de contrôle. Une formation de plus qui vient s'ajouter à la longue liste de formations déjà entreprises dans ce sens. Tous ces efforts ont permis à ce jour de former plus de 80% des agents de l'IGF, ainsi qu'une cinquantaine d'agents des services de contrôle et d'inspection sectorielle des ministères en charge de l'économie et du budget. Le représentant de la tutelle a insisté sur les défis qui attendent les participants. Il s'agira de surdimensionner le champ de l'audit interne pour éviter le contrôle excessif et de disposer du personnel en nombre suffisant formé au métier d'auditeur. Au regard de ces défis, votre contribution s'avère précieuse et justifie qu'un accent particulier soit mis sur le renforcement de vos capacités afin de vous permettre d'assumer pleinement cette fonction. Dans le cadre du PAGEF, l'Inspection générale des finances fait partie des bénéficiaires. 5 de ces activités ont été financées pour un montant global de plus de 226 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de la mobilisation d'assistance technique, de la fourniture d'équipements et de sessions de formation. Place à présent à l'actualité internationale avec notamment le Mali après avoir reçu vendredi du président malien Ibrahim Boubacar Keïta sa lettre de mission. Le Premier ministre Boubou Cissé a élaboré une feuille de route de sortie de crise. Il a entamé dans ce cadre une série de rencontres avec la classe politique malienne. Samedi, il a ouvert les consultations en recevant la majorité présidentielle qui a amendé le document avant de l'adopter. Le document qui prend en compte les recommandations de la CEDEAO pour la sortie de crise va plus loin. Il appelle à un rassemblement national pour une gouvernance plus ouverte, plus vertueuse en plus. Une proposition de discussion rejetée par l'opposition malienne. Et puis au Burkina Faso, un rassemblement pro-Compaoré a été interdit hier samedi à Ouagadougou. Le mouvement Action Concorde, qui avait prévu de réunir des milliers de personnes à la Maison du Peuple à Ouagadougou, s'est vu refuser l'accès au site par les forces de l'ordre. Pour le mouvement, il s'agissait de lancer un appel au retour de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, et des autres exilés politiques. Les organisateurs de la manifestation ont finalement tenu une conférence de presse dans un hôtel de la capitale. D'autres actions sont prévues pour un retour au pays de l'ex-président Blaise Compaoré et des autres exilés politiques pour une réconciliation nationale. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.